יאללה, בוקר טוב וחודש טוב לכל עם ישראל, בעזרת השם ברח ויתעלה שמו לעד של הקדוש ברוך הוא. En ce mercredi 28 du mois de mai et Rosh Chodesh Sivan, un des mois les plus importants de l'année juive, Bezrat Hashem, shiur donc, qui nous est offert par Shimon Pachter pour son père, le tzaddik Mfoursam Vayadoua, Rabbi Pinchas Gedalia Pachter Ben Shimon. שהיום יום ההילולה שלו בעזרת השם רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השורבים עמו בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתו צורה בצורה חיים בעזרת השם יתברך. On aura une pensée pour tous les malades d'Israël, la liste est longue, donc on aura vraiment une pensée pour tout le monde. On aura Timia Akdosha Vatorah Ilana Bat Miriam וכן על זה הדרך ישועות ונחמות, pensée pour tous nos otages, pour tous nos חיילים מכל עם ישראל בכל אתר ואתר. Alors vous savez que quand vient la Hiloula d'un tzaddik, il y a deux choses qu'on doit rappeler, même si à partir de Rosh Chodesh Sivan jusqu'à Yud Bet, la Chodesh, on ne fait pas de espède, on ne fait pas d'oraison funèbre, mais on peut tout à fait parler de la grandeur d'un tzaddik, et c'est pour ça qu'on a le droit, même si on ne monte pas au cimetière pendant ces 12 jours de peur de réveiller des larmes ou de la tristesse, puisque ce sont 12 jours de joie comme on l'a dit, aller sur les kivrei tzaddikim, zé moutar. Mais la reine, aujourd'hui, on ne parle pas de n'importe quelle personne, puisque celui qui a été une référence, on peut dire, assez mondiale, et ce jusqu'à aujourd'hui, le fameux Rabbi de Lubavitch, avait l'habitude d'appeler le Rav Pachter, le Rav donc Pinchas Pachter, le Kohen Hagadol, comme ça qu'il l'appelait, le Kohen Hagadol. Il m'a envoyé son fils une vidéo où on voit le Rav Pinchas Pachter rentrer au 717 et le Rabbi de Lubavitch s'interrompre et demander à tout le monde de se lever pour accueillir le Rav Pinchas Pachter. Alors, on l'aime ou on l'aime pas. Si le Rabbi il a vu en lui un tzaddik, qui sommes-nous, nous, pour juger qui que ce soit ou quoi que ce soit? Quand le Rabbi il dit que c'est le Kohen Hagadol, il sait de quoi il parle. Donc moi, personnellement, je l'ai connu. C'était un très, très, très bon ami. Il a bercé ma teshuva. Ça a été mon premier Rav au niveau des enseignements, le Rav Pinchas Pachter. J'avais 17 ans et demi, la première fois que j'ai rencontré. On va dire donc quelques mots sur lui, parce que quand il y a la Hiloula d'un tzaddik, on parle de deux choses. Un, ses œuvres, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a fait. Deux, sa personnalité. Tout le reste n'est pas vraiment à retenir. Et c'est pour ça que dans les biographies, qu'est-ce qu'on lit? On lit exactement qui il était, combien de temps il a vécu. Mais surtout, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Est-ce qu'il mieux vaut vivre 20 ans à avoir concrétisé des choses importantes ou 100 ans à ne rien avoir fait de sa vie? Zot Shela Gdola. Lui, il a vécu 83 ans et chaque année a été productive et extraordinaire. Alors le Rav Pachter, je me suis quand même assis un peu sur le sujet, même si je le connaissais personnellement, et on étonnait son fils, il venait passer même des vacances pendant un mois à la maison. Un mois à la maison, il venait. Je cherchais à l'aéroport, je le ramenais. On a vécu des choses incroyables. J'ai rencontré d'ailleurs une tarte qui nous est arrivée avec lui. Il est né à Paris donc en 1938 et il rendra l'âme à l'âge de 83 ans par le Covid, le 12 mai 2021. Ziret Nishmato Teora Lebore Olam. Le Rav Pachter va occuper, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'était un géant, mais qui a occupé une petite synagogue fondée par d'ailleurs son propre grand-père, rue Duc, dans le 18e arrondissement de Paris, que je fréquentais, que j'allais voir, mais il était aussi à un moment dans une autre adresse, tu te rappelles, au 2e étage, espèce de comme ça de... Exactement. Boulevard Poissonnière, il avait aussi un centre d'études et d'ailleurs on allait étudier là-bas. Et c'était incroyable parce que parmi ses élèves, on en reparlera, il y avait des juifs et des non-juifs. Je me rappelle qu'il y avait des arabes, il y avait des chinois, enfin d'origine asiatique, il y avait plein de monde. Et ce qui était très très particulier, et moi je le vis au quotidien, et surtout le Shabbat ou dans mes conférences. Quand je fais des conférences en Roule, par exemple, je me retrouve face à pas mal de monde, jusqu'à même 700 personnes des fois, et c'est pas tous des juifs, et c'est pas tous des religieux, et c'est pas tous des pratiquants, et c'est même pas tous des croyants. Et de faire un discours qui pourrait amener à donner des réponses à des personnes tellement différentes les unes des autres, c'est vraiment un don de Dieu et une grande application. Moi, je m'efforce d'y arriver. Lui, il y arrivait comme un seigneur. Il avait quelque chose qu'on va revoir ensemble. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est que je ne l'ai pas eu dans un livre, je l'ai vécu personnellement. Je me souviens que quand je suis arrivé la première fois là-bas, je me suis dit, mais c'est bizarre, où est-ce qu'on est ici? Et je disais aux personnes, vous êtes feuge, vous? Ah non. Et vous venez à un cours de chez le rabbin? Ah oui. Et c'était le Rav Pachter, qui avait toujours ce geste pour gratter sa moustache avant de commencer son chiour, et qui avait toujours besoin d'un tableau aussi, tellement la complexité de ses enseignements allait loin. C'est-à-dire pour le suivre dans ses
dans sa pensée, souvent il prenait un feutre et il expliquait à travers la chassidoute des mots qui paraissaient simples, mais qui traversaient énormément d'horizons spirituels et intellectuels. Comme on le verra Bezrat Hashem. Doué d'un charisme. Alors ça, c'est les témoignages que j'ai retrouvés sur le Rav Asimov. J'ai un problème avec les mots. C'est bon, à part moi. Ça y est, t'as fini ta crise. Là, j'ai cherché le mot Asimov, c'est devenu une guerre ici. Le Rav Asimov, entre autres, et beaucoup de rabbanim qui ont connu ce géant de la Torah, parlent de lui avec ces phrases suivantes. Donc j'ai retrouvé ça comme témoignage sur Internet, je reconnais, hier soir. C'était un homme doué d'un charisme intellectuel et d'une force oratoire extrêmement puissante. Est-ce que vous l'avez connu, le Rav Pachter? Oui. À part toi, qui connaît tout le monde. Non. C'est quelqu'un d'assez impressionnant. Et je dois avouer une chose. Bezrat Hashem, vous avez vu qu'ils sont en train de, sur le terrain qu'on va construire le bâtiment, ils sont en train de mettre l'eau, l'électricité, enfin, ils sont en train de mettre le biouf, comme on dit, les égouts, sans lesquels on ne peut pas commencer à construire s'il n'y a pas tout ça. Donc de toute façon, on n'est pas en retard dans le projet, puisque la mairie vient seulement de commencer rapidement et grandement mettant les travaux, Todalael. Et dans ce bâtiment, il y a un kollel aussi, Lubavitch. Et celui qui devait en être le Roche Kollel, c'était le Rav Pachter. C'était lui qui devait être justement à la tête de... je le voulais absolument avec nous, mais absolument. Je me suis dit, il serait temps qu'il fasse ça à Lia. Je vais lui faire croire que j'ai rêvé du Rabbi Lubavitch qui m'a dit de lui dire. C'est la seule façon pour qu'il vienne. Parce que lui, il était vraiment... Il y a beaucoup de choses à apprendre de lui. Mais alors, non seulement extrêmement méchichiste, mais incroyablement. Et ce qui me choquait le plus, c'est que ce n'est pas un méchichiste par principe. Il était méchichiste intellectuellement parlant. C'est-à-dire que quand j'ai parlé 3 fois sur le sujet, est-ce que le Mashiach, c'est le Rabbi? Et pas oui, et c'est tout. Oui, et je vais te le prouver. Oui, et je vais te le montrer. Oui, et je vais te le... Et j'étais pas d'accord avec lui. Et je lui montrais par A plus B. Il me regardait comme ça, il se grattait la moustache. Il me dit, reste sur tes opinions et moi sur les miennes. Lo yazouz. Lo yazouz. Et il faisait partie vraiment de ceux qui attendaient Triatametim du Rabbi, persuadés que il le vivrait carrément à Jérusalem, dans son palais. Il le vivait. Et je peux vous dire que une anecdote comme ça, du Rav Pachter, quand j'habitais à Jérusalem et qu'il était à la maison, il y a 2 choses que j'ai appris de lui dans son comportement, que moi je n'ai pas. Moi je suis toujours pressé, mais pas sur le dos des autres. J'angoisse pas les gens. Allez, dépêche-toi, non, non. Mais dans ma vie, je suis toujours en train de courir. Même quand je m'allonge et que je réponds à mon portable, je n'arrête pas. Résultat, j'ai appris de lui une chose qui me... Son côté incroyablement calme. Il était nerveux, il ne fallait pas l'énerver. Mais il fallait beaucoup faire pour l'énerver. Je crois qu'il y a que Shimon qui l'énervait quelque part. Mais il avait quelque chose, par exemple, je lui dis, allez, la prière, on va être en retard. Avance. Il grattait la moustache, il avance. Puis il mettait cette filine, tranquillement. Puis il priait tranquillement. Puis après, il prenait un livre, tranquillement, s'assoit. Et je regardais comme ça. Et je dis, mais il est cool. Et pourtant, il était 100 fois plus occupé que moi. Beaucoup de réponses à donner, beaucoup de lettres à lire, beaucoup de courriers. Très attaché à un livre que moi j'ai vécu, alors peut-être qu'il a changé par la suite, c'est le L'écouter Lévi Yitzhak. C'était, pendant la période où j'ai connu, son livre de chevet qui était qui, le Rav, le père du Rabbi, je crois. C'était 4 tomes. Et c'est ce livre-là, d'ailleurs, qui nous a enseigné pendant 3 ans. Quand je le suivais, j'ai vécu 2 ans d'études régulières et hebdomadaires avec lui. Et le L'écouter Lévi Yitzhak, je me souviens que j'étais même parti l'acheter. Je comprenais rien ce qu'il y avait marqué dedans, bien sûr. Mais je voulais essayer de suivre ses enseignements. Et un jour, je crois que c'était un mardi, vous savez qu'en Israël, ils ont plusieurs façons de vendre les choses. Et les pastèques, en tout cas à cette époque, je ne sais pas si encore aujourd'hui, je les vois moins, mais ils étaient dans des camions, sans toit, des camions donc à air libre, et ils criaient au micro, Avatiach, Avatiach. Donc, pastèque, on descendait et on les achetait, et on montait à la maison. C'était une belle époque, le pastèque coûtait 1 shekel. Les raisins coûtaient 5 shekels. 5 shekels. Aujourd'hui, c'est 90 shekels, 60 shekels. La différence. Et je me souviens qu'un jour, il
Donc il veillait la nuit, il étudiait beaucoup la nuit sans jamais se montrer. Et d'ailleurs, s'il y a une chose que j'aimerais dire de lui, c'est que quand j'avais demandé une fois à Rabbi Moshe Ederi, qu'est-ce qu'un vrai tzaddik? Il m'a dit, c'est celui qu'il est sans que personne ne le sache. Pas quelqu'un qui veut se montrer, les affiches, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il me disait, ça c'est un vrai tzaddik. Ça ne veut pas dire que s'il se montre, il faut bien à un moment le publier, comme le Baal Shem Tov qui a été dévoilé. Mais le Rav Pashter faisait partie de ces gens extrêmement pudiques qui vivaient son judaïsme dans sa chambre. Et ayant étudié toute la nuit, comment je le sais? Parce que j'étais allé aux toilettes, c'est pas que j'ai étudié la nuit. Je voyais sa chambre qui était allumée et j'entendais donc parler, et il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque, et il étudiait la Torah. Et un jour comme ça, un matin, alors les Lubavitch, certains Chabad, ils n'ont pas de Shacharit Mincha Yarvit. Ils peuvent te faire Shacharit à l'après-midi, et ils peuvent faire Mincha la nuit tombée. Ils ont une chita basée sur le Rambam, ceci étant, où étudie, va au mikvé tranquillement, il est juste 2 heures de l'après-midi, Yaouldi. C'est pas grave, il fait encore jour, on peut mettre des tefilines, kol tov. Mais cool, hein. C'est-à-dire que moi j'avais une angoisse le matin de mettre des tefilines, faire Shema Israël en temps et en heure. Il se levait, il faisait les petites études, il mangeait un petit gâteau, un thé, tranquille, bien. Et moi je regardais comme ça, il était déjà 10 heures du matin, 11 heures du matin, et je disais, Jacques, il vient de se lever, le mec, tranquille. Il s'est pas levé. Il a dormi 2 heures la nuit, à 6 heures il était déjà encore debout, il étudiait pour mieux prier. C'est ce qu'il me disait, parce qu'un jour je lui posais la question, il m'a dit, chez nous, il faut étudier pour mieux prier. Donc j'ai un céder d'études le matin et après je vais prier. Bon, Bekitsour était dans sa chambre avec des tefilines comme son fils qui sont plus gros que sa tête, chez Mouché Rabat, et sa belle barbe comme ça, un peu rousse comme ça. Et d'un coup, je le vois sortir de la chambre et courir sur la mirpessette. Et il me dit comme ça, Mashiach est là, Mashiach est là. Et là, j'étais avec mon frère, on éclate de rire. Pourquoi? Parce que le mec au micro en bas, là, avec son Toki Walkie, je sais pas ce qu'il avait, son... Comment on appelle ça, le... Hein? Le ramcol, oui, mais en français. Le microphone. Il criait Avatiach! Avatiach! Mais on n'entendait pas bien, parce que on était au 4e étage. Et il lui a entendu qu'on criait dans les rues Mashiach, Mashiach. Et il est sorti à toute vitesse en courant avec les tefilines, le talit de sa chambre, en criant sur le mirpesset. Il a donné nous Mashiach est là, Mashiach est là. Et je lui dis Rav Pashter, ils vendent des avatichim. Je dis, ah, j'ai entendu Mashiach. Ça a été une grande leçon pour moi. Je dis pourquoi? Parce que d'être quelqu'un d'aussi intellectuel, aussi intelligent et surtout une encyclopédie humaine, comme lui, d'avoir un bitoul sechel, un bitoul intellectuel, une annulation, parce qu'il a entendu Mashiach, il était comme un enfant de 5 ans qui vient de trouver sa maman. Cette réaction qu'il a eue, j'en ai rigolé, et après je me suis dit, mais toi tu ferais ça? Imagine que dans les rues maintenant on annonce Mashiach est là. Ben, moi je vais descendre, qui a dit que c'était lui, de quoi il s'agit, bonjour, Teudat Zéhout s'il vous plaît, je sais pas moi. Et lui, et d'où ça vient ça? On le voit ça chez le Chafetz Chaim, qui ne se promenait pas sans son costume pour le Mashiach sur son épaule. Il avait toujours un sac à l'épaule. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il dit, le costume pour accueillir le Mashiach. C'est le Rav Pashter vivait vraiment le côté messianique, we want Mashiach no, dans son sang. Chaque jour, il était persuadé que le moment avait sonné. Et sachez que c'est une misvat assez des Rabbanan. La Gemara dans Shabbat, la Medalef, nous posera la question, est-ce que tous les jours tu as attendu le Mashiach? Oui, je peux vous dire que Kavata itim la Torah, oui. Est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Oui. Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Oh, que oui. C'était le Rav Pashter. Alors, je vais vous noter quelques témoignages. Doué d'un charisme intellectuel assez impressionnant et d'une force oratoire très puissante, il deviendra en 1966, est-ce que vous le saviez, le chaliach en France du rabbi de Lubavitch. C'est en 1966 que le rabbi demanda à Rav Pashter d'être son chaliach en France. Et il donnera... Hein? Il y a une vidéo où tu vois le rabbi en train d'appeler pour faire la Kohanim. Nachon. Et il donnera des cours de Chassidut, essentiellement donc sur le l'écouter Lévi Yitzhak, le Tanya qu'il connaissait par cœur. Vous connaissez bien ton père le Tanya, non? Bien ou extrêmement bien. Et il diffusera une Torah, chose qu'on ne verra pas chez d'autres rabbanim, ni Chabad, ni d'autres tendances, à part celle du Rav Kook, qui était lui-même Lubavitch à la base, une Torah universelle. C'est-à-dire ce qu'il y a d'extraordinaire chez lui, c'est que quand tu as affaire à un Chabad, il te parle que du Tanya. Il te parle que de ce que on va enseigner. Le Rav Pashter faisait partie des gens marginaux, Chabad, qui avaient absolument aucun problème de parler
d'autres rabbanim, je n'ai jamais vu, enfin en tout cas moi quand je revenais de la yeshiva et que je le rencontrais, on parlait de certains sujets, et ce qui m'a le plus choqué et étonné, c'est qu'il était au courant de tous les sujets. Je parle à mon niveau à moi, je pouvais lui parler de n'importe quel sujet, de livre que j'ai étudié, je ne l'ai jamais surpris. Il dit oui, mais si tu continues, regarde ce qu'il dit là et là. Oh. Très bizarre, mais en tout cas c'est ce que j'ai connu de lui. En tout cas, pour les témoignages, c'est un rabbin qui diffusait une Torah universelle et puissante, capable de donner des réponses dans tous les domaines. Et sur ce, pour ceux qui l'ont connu, ils vous le diront, philosophique, science, astrologie, secret des langues, histoire, très fort en histoire, histoire de France, de Russie, de tout ce que, de la Chine, des empereurs, connaissez les noms, géographique, implacable. Son fils étant présent, est-ce que tu confirmes tout ça? Hein? Il connaissait le Coran par cœur. Il était au courant. Je peux te dire qu'il connaissait le christianisme par cœur et le bouddhisme par cœur. Moi, j'ai des discussions sur le christianisme avec lui. J'étais impressionné. Il avait des réponses à tout. Il connaissait la physique, la mystique, la sagesse, la kabbale, mais ne le montrait pas du tout. Il diffusait grandement. Alors ça, par contre, ça lui a été... Il faisait partie de ce qu'on appelle Or la Goïm. Le rabbi avait dit que celui qui va être son élève ne doit pas être que le rav des juifs, mais aussi une lumière pour les non-juifs. Et c'est pour cela que le rav Pachter, sur l'ordre du rabbi de Lubavitch, s'est mis à enseigner les 7 lois noachides à tout non-juif qui voulait venir le voir. Il a été un des premiers, au niveau de la chassidoute et au niveau des rabbanim, à s'intéresser particulièrement au sort des Bnei Noach. Et à cette époque-là, tu disais, dans les années 70, Bnei Noach, personne ne savait de quoi tu parlais, à part les érudits. Lui, par contre, il avait des cours pour les juifs, pour les non-juifs, pour les hommes, pour les femmes. C'est quelque chose d'assez impressionnant à son niveau à lui. Le Rav était un tzaddik au grand cœur. Tout le monde le connaissait avec son cœur incroyable. Il aimait tout le monde, duquel le rabbin appelait, donc on avait dit tout à l'heure, le rabbi l'appelait le Kohen Agadol de France, Bichlal, et il l'appelait effectivement, comme tu le dis, Eric, pour faire la Birkat Kohanim particulièrement. Malgré son côté méchichiste et chabad, que moi je trouvais un peu kaved, personnellement, sa ligne de conduite était principalement le Rambam, le Harizal, le Baal Shem Tov, le Admour Hazaken, le Tzemar Tzedek, et bien sûr le Rabbi. À part bien sûr l'écouter Lévi Yitzhak et tous les autres livres qu'il étudiait de côté. Toute personne érudite, ignorante, sainte, profane, intelligente, idiote, croyant, incroyant, juif comme non-juif, adulte comme enfant, pouvait sans complexe, s'adresser à lui et repartir avec des réponses satisfaisantes, gardant un souvenir de cette rencontre particulièrement marquante, de cet homme humble et souriant. Il y a aussi une chose qui était incroyable, je vous rappelle encore une anecdote, un jour je viens le voir, et il me voit, il sourit. Je lui dis, pourquoi tu souris? Parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque de sourire pour rien. Et il me disait, parce que c'est une misa de sourire. Il sourit tout le temps. Tu sais, il était un peu tunisien. Hein, il avait un côté un peu... Il connaissait toutes les recettes tunisiennes. Hein? Il parlait parfaitement l'arabouille, je sais. 17 langues. Moi, je veux te raconter une anecdote. Le cours qui m'a le plus marqué chez lui, c'est quand un jour, je suis arrivé 5 minutes en retard, et il a fermé le livre, lui écoutait Lévi Yitzhak, il a dit, cours de langue. Je vais vous montrer par A plus B que la première langue de l'histoire, comme Rachid l'enseigne, c'était l'hébreu. Et que toutes les langues qui sont nées à l'époque de la tour de Babel viennent de l'hébreu. Et là, il a écrit, je ne sais pas combien de mots dans toutes les langues, et il nous a montré les racines hébraïques de chaque mot. Chinois, anglais, français, allemand, tout ce que tu voulais. Il nous a montré par A plus B que toutes les racines venaient de l'hébreu. Quelque chose d'assez incroyable. C'était un cours, j'étais vraiment... D'habitude, je notais ses cours. Là, j'ai pas pu noter. J'étais tellement à l'écoute, absorbé par sa science, alors que lui n'avait pas de livre devant lui. Tout était dans sa tête. C'est vraiment quelqu'un qui mérite un instant de réflexion, parce que je trouve que pour un rabbin Chabad, Lubavitch, dont il se vantait l'étendard, il pouvait être le rabbin de n'importe quelle tendance. Vraiment. C'était un homme qui aimait la terre d'Israël, qui aimait les juifs, qui aimait les non-juifs, qui était un messager vraiment de l'amour et surtout un grand défenseur de la chassidoute. Très spécial comme rabbin. Et d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, que pas tous les chabbats ont accepté. On est bien d'accord.
parce que je savais qu'il était agressé par Saint-Chabad qui le jugeait, et lui ne répondait pas à cela en disant un jour ils seront, un jour ils apprendront. Et celui qui a fermé le clapet à tout le monde, c'est le Rabbi Lubavitch, ce fameux jour où il est rentré en demandant d'accueillir le Kohen Agadol. Ça a été un... Moi je connaissais un Chabad qui me disait ouais mais c'est pas un vrai Chabad comme nous. Et quand le Rabbi l'a pris en référence, j'ai plus jamais entendu un mot de travers sur lui. Plus jamais. J'ai même été un des personnages qui a essayé de faire un shidduch à une époque. Mais il devait vivre à Haïfa. Et il m'a dit, j'ai pas fini ma mission en France, donc je ne peux pas accepter ce shidduch. À l'époque, il y a très 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 longtemps. C'était en 1988, si je ne m'abuse. Alors, on a la chance d'avoir son fils en face, donc il va nous remettre les pendules à l'heure, si je me trompe. Alors, comme ça, on disait, donc, homme extrêmement humble et souriant, je confirme, qui appartenait à tout un chacun, tout en restant fidèle à sa chassidoute, à son rabbi, le rabbi de Lubavitch, avec lequel, d'ailleurs, je lui disais toujours une phrase qui l'énervait, mais qui le faisait rire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Jacques a dit? Si le rabbi disait, faut monter, faut descendre, je descends, à droite. Je lui ai dit, si un jour il te dit de t'installer à Tombouctou, il m'a dit, je pars à Tombouctou. Je vous êtes des fous à l'époque. Alors moi, j'appelais Jacques Adi. Il m'a dit, si tu veux. Assez les harav. Il resta fidèle à une foi inébranlable, malgré, et ça c'est des choses que beaucoup de gens connaissent, ces innombrables humiliations et épreuves qu'il a subies dans sa vie. Il a subi vraiment des choses où je peux vous dire que beaucoup d'hommes de foi auraient descendu leur niveau de foi. Il a vécu une période de sa vie au Canada. Il a vécu une longue période, loin de tous. Mais ça ne l'a pas empêché de diffuser malgré tout sa Torah sous les projecteurs des critiques de bien des gens qui, au lieu de lui poser des questions, lui condamnaient. Comme tous les grands, comme le Rambam, comme le Maharal, comme le Ramchal, comme Rabbeinu. Toujours pareil. Voilà. Il sera inhumé au Har HaZitim à côté des plus grandes tzadikim, parce qu'il n'est pas loin du Or HaChaim HaKadosh entre autres. Et jusqu'à son dernier souffle, il éditera un feuillet hebdomadaire très lu et attendu, qui sera dispersé à travers toute la France, le courrier de la Géoula. C'est comme ça qu'il appelait ça, le courrier de la Géoula, où là-bas il faisait cette Dvar Torah par écrit, hormis tous ses enseignements. Et pour finir, c'était un Rav qui avait le titre de Rav, Talmid Racham. Certains l'appelaient un vrai papa. D'autres l'appelaient un savant universel. D'autres l'appelaient c'est le Cohen. D'autres lui disaient c'était surtout un père de famille bienveillant qui, malgré toutes ces épreuves encourues, resta Rabbi Pinchas Gedalia Pachter à Cohen ben Rabbi Shimon. Car Mouva, de toutes les études, j'ai pas tout noté, il y a beaucoup d'écrits sur lui. J'ai fait un synopsis sur sa biographie qui méritait. D'abord, moi personnellement, hormis que son fils ait demandé secours pour lui aujourd'hui, je suis très fier de l'avoir fait. Moi, je l'ai noté, je note pas, mais j'ai fait vraiment un synopsis de ce qu'il y avait de plus important à prendre pour laisser une trace, quoi qu'il n'ait pas besoin de nous à émettre. Mais je suis certain que dans le ciel aujourd'hui, où c'est ça, Iloula, Baruch Hashem, l'Admour Hazaken, Tzemar Tzedek, Kol Gdolei Israël, Bezrat Hashem, Rogdim Ito Voravim Oto. Parce qu'il a été je dis franchement, on a besoin de toutes les tendances, selon moi, comme une armée, l'armée de l'air, l'armée de terre, les marines, tout ce que tu veux. Mais un Rav Chabad comme lui, qui avait une Torah aussi large d'esprit, pour lequel, écoutez bien le mot que je veux dire, ils sont pesés. Aucun sujet n'était tabou. Même la sexualité, tu peux parler de questions qui sont intimes, il te répondait. Il te répondait. Je me rappelle qu'une fois, j'ai posé une question, il m'a dit, t'es Sfarad, je vais avoir un Sfarad pour ça. C'était cool. Mais par contre, manger un bon sandwich tunisien, ça lui parlait. Il connaissait l'âme, la batata belhem, il connaissait absolument tout, avec un amour assez important, et ce sourire qu'on n'oubliera pas, Baruch Hashem, où vous pouvez regarder les photos sur Internet, quand on le voit assis parmi des rabbanim, on le repère tout de suite, il brille. C'est un homme qui brillait. Encore une phrase que j'aimerais te raconter, il avait une fierté, alors je ne sais pas combien d'enfants il avait en tout, 10 enfants, Shirkiou. Et en 1985, je connais en 1984-85, le Rav Pachter, il me parlait de 2 yeshivot, Benoît, je sais pas quoi, là, Brunois, et il me parlait d'un de ses fils, dont il était particulièrement fier, parce qu'il me disait, il était assez jeune à l'époque,
il étudie à Brooklyn chez le rabbi de Lubavitch. Il était là-bas en yeshiva. Et à chaque fois que je le voyais, toi tu n'étais même pas en projet à l'époque, et à chaque fois que je le voyais et tout ça, je lui disais, t'as des nouvelles de ton fils? Il dit, ah, il est chez le rabbi, il est au Gan Eden. C'était vraiment, c'est une grande fierté sur son visage d'avoir un fils qui étudiait chez le rabbi. C'était vraiment une fierté particulière en ce qui le concerne. Voilà, tu veux dire quelque chose peut-être en tant que fils, puisqu'on parle de ton père et que le Saint-Esprit nous écoute, hein? J'ai tout dit? Une grande partie? J'espère que ce shiur te satisfait parce que tu mérites grandement. Et que Yezechro Baruch, il y a Ratzon qui prie pour notre situation, pour qu'il prie pour la Géoula. Et que moi, que ce soit le rabbi ou pas le Machar, j'en ai rien à faire. Si je peux juste venir nous arranger les problèmes, j'ai un problème à la banque à Poalim d'ailleurs, s'il peut venir nous, qui a rien compris. Oh, le Bet Amikdash, Bezrat Hashem, qui est un Zivug Gagoun pour toutes les Bnot Israël. C'est un sujet qui m'inquiète beaucoup. Parce que je vois de plus en plus de personnes qui demandent Zivug Gagoun, qui est déjà des Shlom Bayit, une bonne parnassa pour chacun de vous. La situation est loin d'être difficile, même si on sait que plus l'obscurité est profonde, plus la lumière sera grande. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le Shlom Bayit, qu'on ait des chants dans les maisons, que ces cris qu'on entend, et cette sagesse qu'il avait, je suis jaloux de ces gens-là qui sont tout le temps cool. Tu sais, par exemple, tu es hyper en retard. Tu bouges dans tous les sens, Tachon. Je l'ai jamais vu bouger, courir. Ou... Un jour, il y avait un bus à prendre, Jérusalem. Je dis, on va le rater. Il m'a dit, on prendra l'autre. Je lui ai dit, mais pourquoi attendre l'autre? Il me dit, ça nous laissera le temps d'étudier. Voilà, c'est ça, Rav Pachter. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Je lui dis, là, c'est vraiment incroyable, le self-control de sa vie. Par contre, je peux vous dire que si on l'avait mené à bout, il peut avoir un langage assez hard et remettre les gens grandement à sa place. Voilà. Signé Rabbi Yakar, Bezrat Hashem, Rav Pachter, Zecher Tzadik Livracha, Aouvenu, qui aujourd'hui est enterré au Harazetim, pour celui qui veut aller, Bezrat Hashem, sur sa tombe. Les Tzadikim, on peut y aller même pendant cette période, jusqu'au 12 du mois de Sivan, où on ne monte pas au cimetière en général. Vous avez 4 autres cours qui vont venir, là maintenant je vais aller au bureau pour les faire, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Esrout, Rabbi Pinchas Pachter à la Shalom.